Ma mère a une phrase qu'elle utilise lorsqu'elle veut me rappeler ma place dans cette famille. Tu es la personne pragmatique, dit-elle. Et elle le dit de la même manière que quelqu'un dirait tu es la personne laide. Factuel, définitif, non pas destiné à blesser mais blessant quand même. La personne pragmatique, pas la personne aimée, pas la personne célébrée. Celle qui gère les choses, celle que l'on gère. Mon frère Marcus a été le bien-aimé depuis le jour de sa naissance, 2 ans après moi, avec les yeux verts de ma mère et le rire facile de mon père. En grandissant, Marcus a eu la chambre avec la fenêtre qui donnait sur le jardin. J'ai eu celle à côté de la chaudière. Marcus a eu une voiture pour son 18e anniversaire. J'ai eu une poignée de main et la suggestion de commencer à économiser. J'ai commencé à économiser. À l'âge de 26 ans, j'économisais depuis 8 ans. J'avais accepté chaque heure supplémentaire que mon travail proposait, automatisé toutes les dépenses possibles, vécu dans des appartements si petits que mon lit touchait 2 murs simultanément. Je conduisais la même voiture que j'avais depuis l'université. Je déjeunais à mon bureau 5 jours par semaine. Ma famille pensait que j'avais des difficultés. Je les ai laissés penser cela. Ce n'était pas une tromperie calculée au début, plutôt une absence de correction. Ma mère me demandait comment ça allait et je répondais bien. Elle hochait la tête avec cette expression particulière qu'elle avait, quelque chose entre la pitié et la satisfaction, et changeait de sujet pour parler de Marcus. Comment Marcus venait d'obtenir une promotion. Comment Marcus et sa femme Danielle cherchaient des maisons. Comment Marcus méritait le monde et que le monde commençait à juste titre à le lui offrir. Je suis rentré pour Noël il y a 2 ans et je me suis assise à table pendant que ma mère décrivait en détail le nouveau bateau de Marcus, détail que je n'avais pas demandé. Mon père écoutait avec le même demi-sourire fier qu'il arborait depuis 1987. Danielle était assise à côté de Marcus, regardant son téléphone. Leur fille de 3 ans mangeait des craquelins sur le plateau de sa chaise haute. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Je suis rentré chez moi en voiture le 26 décembre et j'ai appelé ma conseillère financière. Une femme nommée Patricia Oy qui gérait mon portefeuille depuis 4 ans et qui, environ 6 mois plus tôt, m'avait dit que j'étais en mesure d'acheter. Faisons-le, lui ai-je dit. Elle a dit, j'en suis sûr depuis 8 mois, ai-je dit. J'attendais juste de le sentir. Je l'ai senti le 26 décembre, en rentrant d'un dîner de Noël où ma propre famille ne m'avait pas une seule fois demandé comment je m'appelais. J'ai acheté la maison en mars. C'est une maison de style artisan avec 4 chambres dans un quartier à 40 minutes de ma famille et à 12 minutes de mon bureau. Elle a une cuisine avec une cuisinière à gaz, un jardin avec un chêne mature, et un porche avant avec 2 larges marches qui font face à l'ouest, ce qui signifie que le soir, la lumière entre sous un angle bas et donne à tout la couleur de quelque chose dont on se souvient presque. J'ai versé un acompte de 20%. La clôture a duré 3 heures. J'ai serré la main de l'agent de titre, un homme nommé Gérald, et il a dit « Félicitations ». Et j'ai dit « Merci ». Et je suis resté assise dans ma voiture sur le parking pendant 11 minutes sans rien faire. Puis j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison et j'ai parcouru chaque pièce seule. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Je ne l'ai dit à personne dans ma famille pour être précise. Je l'ai dit à 2 amies qui avaient été présentes pendant les années d'épargne, qui m'avaient vu refuser des vacances, sauter des mariages et manger le même déjeuner pendant environ 600 jours consécutifs. Elles sont venues avec une bouteille de vin et nous nous sommes assises sur le sol de la cuisine parce que je n'avais pas encore de meubles et nous avons bu dans des gobelets en papier et ce fut sincèrement l'une des meilleures nuits de ma vie. Ma famille pensait que j'étais toujours dans l'appartement avec les 2 murs. J'allais encore parfois à l'appartement pour vérifier le courrier, pour maintenir la fiction. Mon bail courait jusqu'en septembre. J'ai continué à le payer. Chaque dollar en valait la peine. En juin, mon entreprise m'a envoyé à Austin pour un projet qui devait durer 3 semaines. Il a duré 6. J'ai sous-loué une chambre meublée à un collègue, travaillé 14 heures par jour et gardé un œil sur ma maison grâce à 3 caméras de sécurité que j'avais installées avant de partir. Une à la porte d'entrée, une à l'arrière, une couvrant l'allée. Je l'ai vérifié la plupart des matins avec mon café. Un mardi de juillet à 7h14 du matin, j'ai ouvert l'application de la caméra et j'ai vu un camion de déménagement dans mon allée. J'ai regardé pendant 47 secondes avant de comprendre ce que je voyais. 2 hommes en uniforme gris transportaient un canapé sectionnel par ma porte d'entrée. Ma porte d'entrée, que j'avais verrouillée en partant en juin,
que j'avais verrouillé avec un pen dormant dont la clé existait à exactement 2 endroits, sur mon trousseau à Austin et dans mon coffre-fort unifuge au bureau. J'ai regardé encore 40 secondes. Les hommes sont retournés au camion. Ils sont revenus avec une commode. J'ai appelé la ligne de police non urgente de ma ville à 7h17. La répartitrice qui a répondu avait une voix calme et mesurée. J'ai expliqué que je possédais une propriété à une adresse spécifique, que j'étais actuellement hors de l'état pour le travail, que mes caméras de sécurité montraient un camion de déménagement et des individus retirant et ajoutant des meubles à ma maison sans ma connaissance ou permission. « Avez-vous un document de propriété ?» a-t-elle demandé. « J'ai un acte de propriété, un relevé de prêt hypothécaire et une police d'assurance habitation, » ai-je dit. « Je peux envoyer les 3 par courriel dans les 4 prochaines minutes. » Il y a eu une brève pause. « Laissez-moi vous mettre en relation avec un officier, » a-t-elle dit. J'ai parlé à l'officier Renata Delgado pendant 22 minutes. Elle était efficace et approfondie. Elle a demandé l'adresse, mon nom complet, les documents que j'avais mentionnés. Je lui ai envoyé par courriel l'acte de propriété, le relevé de prêt hypothécaire le plus récent avec mon nom et mon adresse dessus, et la police d'assurance. Elle a confirmé la réception. Elle a demandé si j'avais une idée de qui pourrait être sur la propriété. J'ai pensé au camion de déménagement. J'ai pensé au canapé sectionnel. J'ai un frère, ai-je dit. Son nom est Marcus. Lui et sa femme cherchent des maisons. Il y a eu un silence sur la ligne qui avait une texture spécifique. Je vais envoyer une unité à l'adresse, a dit l'officier Delgado. Restez en ligne si vous le pouvez. Je suis resté en ligne. J'étais toujours en ligne 43 minutes plus tard lorsque l'officier Delgado m'a dit que 2 adultes et un enfant avaient été trouvés en train d'emménager dans la propriété, qu'ils avaient prétendu que la maison appartenait à un membre de la famille qui leur avait donné la permission. Et que lorsque les officiers avaient demandé un document prouvant cette permission, aucun n'avait été produit. Ils prétendent que vous avez donné une permission verbale, a dit l'officier Delgado. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Ils disent que c'était une entente familiale. Il n'y avait aucune entente, ai-je dit. Je suis propriétaire du bien. J'ai l'acte de propriété. Ils n'ont pas ma permission d'être là. Un autre silence. Je veux être clair avec vous, a dit l'officier Delgado. Sur la base des documents que vous avez fournis, cette propriété est légalement la vôtre. Sans votre permission, leur présence constitue une entrée non autorisée. Voulez-vous poursuivre cela ? Je veux qu'ils soient expulsés de ma propriété, ai-je dit. Oui, c'est ce que nous allons faire, a-t-elle dit. J'ai appelé mon avocate 40 minutes après avoir raccroché avec l'officier Delgado. Son nom est Claire Marchetti, et elle s'occupe de mes affaires depuis 3 ans, des testaments, des contrats, et plus récemment de la clôture immobilière en mars. Elle a répondu à la 2e sonnerie parce que j'avais envoyé un texto avant. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Envoyez-moi tout, a-t-elle dit. Les enregistrements de la caméra, le numéro du rapport de police, tout. J'ai tout envoyé. Voulez-vous engager une action civile ? A-t-elle demandé. Je veux comprendre mes options, ai-je dit. Elle me les a expliquées avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Entrée non autorisée, violation de propriété, responsabilité potentielle pour tout dommage à la propriété pendant la tentative d'emménagement. Le fait qu'un camion de déménagement ait été reculé dans mon allée signifiait qu'il y avait de l'équipement impliqué. Les entreprises de déménagement ont leur propre documentation des travaux, adresse, nom des clients. Quiconque a loué ce camion l'a loué pour votre adresse, a dit Claire. C'est une trace écrite. Je sais, ai-je dit. Depuis combien de temps possédez-vous cette maison ? A-t-elle demandé. Depuis des mois, ai-je dit. Il y a eu une pause. Et votre famille ne le savait pas. Personne dans ma famille ne le savait. Une autre pause. Comment votre frère connaissait-il l'adresse ? J'y avais pensé depuis 7h17 du matin. Je fais suivre mon courrier de mon appartement, ai-je dit lentement. Un courrier, un avis d'imposition foncière, a été envoyé à la mauvaise adresse le mois dernier. Je l'ai corrigé, mais pendant 2 semaines, il est allé chez ma mère. Le silence sur la ligne était du genre qui signifie que quelqu'un fait des calculs. Elle a ouvert votre courrier, a dit Claire. Elle ouvre le courrier de tout le monde, ai-je dit. Elle l'a toujours fait.
Elle dit qu'elle veut t'aider. D'accord, a dit Claire. Voici ce que nous allons faire. J'ai pris l'avion pour rentrer ce soir-là. J'ai atterri à 23h40, j'ai pris un VTC jusqu'à ma maison et je me suis tenu sur le porche avant à minuit 22. Les officiers avaient été minutieux. Le camion de déménagement était parti, la propriété était sécurisée, et une voisine nommée Madame Aldridge, qui avait apparemment regardé tous les événements de l'après-midi depuis la fenêtre de sa cuisine, avait laissé une note manuscrite dans ma boîte aux lettres qui disait « Bienvenue dans le quartier. J'espère que les choses vont se calmer. Faites des biscuits, sonnez à ma porte. » Je suis resté longtemps sur le porche. La maison était à moi. L'acte de propriété était à moi. Le chêne dans le jardin était à moi. La lumière qui entrait sous un angle bas le soir était à moi. Je suis entré et j'ai dormi dans mon propre lit, et je n'ai pas répondu à mon téléphone, qui sonnait depuis environ 16 heures. Ma mère a appelé 19 fois avant minuit. Mon frère a appelé 11 fois. Daniel a appelé 4 fois, ce qui m'a surprise. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Mon père n'a pas appelé, ce qui ne m'a pas du tout surprise. J'ai rappelé ma mère à 9 heures le lendemain matin, assise à ma table de cuisine avec un café. L'appel était documenté par la fonction d'enregistrement de mon téléphone, ce qui est légal dans mon état lorsqu'une partie à la conversation consent et j'étais cette partie. « Tu as fait arrêter ton frère » a-t-elle dit avant que j'aie fini de dire bonjour. « Marcus n'a pas été arrêté » ai-je dit. On lui a demandé de quitter une propriété dans laquelle il était entré sans autorisation. « C'est la maison de ta famille. »« C'est ma maison » ai-je dit. « Mon nom est sur l'acte de propriété. » Voulez-vous que je vous lise l'adresse? Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, ai-je dit. Je suis propriétaire du bien. J'étais hors de l'état. Je suis rentré. C'est ce qui s'est passé. Tu aurais pu simplement nous parler. Sa voix avait pris la texture qu'elle prenait quand elle essayait de me faire sentir coupable. Douce, blessée, légèrement confuse, comme si la cruauté était venue de nulle part et s'était abattue sur elle sans raison. Tu aurais pu simplement avoir une conversation, mais au lieu de ça, tu as appelé la police pour ta propre famille. J'ai appelé la police, ai-je dit, quand j'ai vu des étrangers déménager des meubles dans une maison que je possède sans ma permission. Marcus n'est pas un étranger. Il n'est pas sur l'acte de propriété, ai-je dit. Il n'a pas de clé. Il n'a pas ma permission. En vertu de la loi, cela rend sa présence non autorisée. Je n'ai pas fait cette loi. Je sais juste ce qu'elle dit. Il y a eu un long silence. J'ai vu l'adresse sur une lettre, a-t-elle dit finalement. Je l'ai juste mentionné à Marcus. Je ne pensais pas que tu ouvrais mon courrier, ai-je dit. Je pensais que c'était quelque chose que je devais gérer pour toi. Tu as ouvert mon courrier, ai-je répété, même ton, même volume. Tu as lu mon avis d'imposition foncière, déterminé que je possédais une maison et partagé cette information avec Marcus sans me le dire. Et puis Marcus s'est arrangé pour déménager sa famille dans ma propriété pendant que j'étais hors de l'état pour le travail. Elle n'a rien dit. J'aimerais que tu comprennes quelque chose, ai-je dit. J'ai acheté cette maison en mars. J'économise pour elle depuis que j'ai 18 ans. Je l'ai payée moi-même avec de l'argent que j'ai gagné moi-même, et j'ai choisi de ne le dire à personne dans cette famille parce que, et je veux être honnête avec toi, je savais ce qui arriverait si je le faisais. Je savais que quelqu'un trouverait une raison pour que mes ressources deviennent une ressource familiale. Je le savais parce que c'est arrivé à chaque fois, toute ma vie. Le silence était différent maintenant, plus lourd. Claire Marchetti, mon avocate, vous contactera au sujet du courrier, ai-je dit. Ouvrir le courrier de première classe de quelqu'un d'autre est un délit fédéral. Je ne sais pas ce qu'elle recommandera. C'est son domaine, pas le mien. J'ai mis fin à l'appel. Claire a envoyé une lettre à l'adresse de ma mère cette même semaine. Elle décrivait dans un langage juridique précis et sans ambiguïté les dispositions des statuts fédéraux sur la fraude postale et le vol de courrier. La documentation que Claire avait obtenue de la société de déménagement. Marcus les avait engagés, avait signé un contrat avec mon adresse dessus, et avait payé un acompte avec une carte de crédit, tout cela créant une trace écrite qui établissait l'intention, et les options qui s'offraient à moi concernant à la fois le problème du courrier et l'entrée non autorisée. La lettre n'était pas une poursuite judiciaire.
Claire m'avait conseillé que la lettre elle-même produirait probablement l'effet désiré sans les frais et le temps d'une procédure formelle, et elle avait raison. Ma mère m'a appelé 6 heures après la livraison de la lettre. Sa voix était différente. La confusion blessée avait été remplacée par quelque chose de plus prudent, de plus mesuré. « Je veux parler », a-t-elle dit. « Je vous écoute », ai-je dit. Je ne savais pas pour le courrier. Je ne comprenais pas que c'était. C'est un délit fédéral, ai-je dit. Claire peut expliquer les détails. Je ne veux pas impliquer d'avocat. Ils sont déjà impliqués, ai-je dit. Cette lettre venait de mon avocate. Marcus a signé un contrat avec mon adresse dessus. Cela a impliqué des avocats dès le moment où il l'a signé. Pause. Que veux-tu de nous? J'avais réfléchi à cette question pendant plusieurs jours. J'y avais pensé dans l'avion en rentrant, dans mon propre lit et sur mon porche en regardant la lumière du soir entrer sous cet angle bas. J'avais pensé à ce que je voulais et j'avais été honnête avec moi-même sur ce que j'étais susceptible d'obtenir et j'avais fait la paix avec la distance entre ces deux choses. Je veux que vous compreniez que cette maison est à moi, ai-je dit. Je veux que vous compreniez que mes finances sont à moi. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas une ressource. Je suis une personne dans cette famille. Et si ce n'est pas quelque chose que vous êtes prêt à me traiter comme tel, alors je pense que nous devrions prendre un peu de distance pendant que nous essayons tous de comprendre ce qu'est réellement cette relation. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Et Marcus, a-t-elle dit finalement. Marcus peut m'appeler quand il sera prêt à s'excuser, ai-je dit. Pas pour faire semblant de s'excuser, de vraies excuses où il reconnaît ce qu'il a fait et ne l'explique pas pour se dédouaner. Je ne retenais pas mon souffle. La société de déménagement a envoyé une lettre officielle confirmant que Marcus les avait engagés pour mon adresse et n'avait pas divulgué qu'il n'était pas le propriétaire. Ils avaient, à la demande de Claire, fourni une copie du contrat signé. Ce document serait utile, a expliqué Claire, si je choisissais de poursuivre l'affaire. J'ai choisi de le classer et de le laisser là. Le rapport de police a également été classé. L'officier Delgado avait été approfondi. Le rapport documentait l'entrée non autorisée, la présence du camion de déménagement, l'absence de toute documentation de la part de Marcus ou Daniel étayant leur prétendue permission, et le résultat. Il existait dans une base de données quelque part, attaché au nom de Marcus, au nom de Daniel, à mon adresse. Je n'ai pas engagé de poursuite pénale. Je n'ai pas engagé d'action civile. Je n'en ai pas eu besoin. L'existence de ces documents et le fait de savoir que je les possédais était une conséquence suffisante. Je vis dans ma maison depuis 7 mois maintenant. Madame Aldridge d'à côté a bien apporté des biscuits, des snickerdoodles, qu'elle a expliqué être les préférés de son défunt mari, et j'en ai mangé 3 debout sur son seuil pendant qu'elle me parlait de la fête de quartier annuelle, qui a lieu chaque année en août. Et que j'avais apparemment manqué de peu. Elle m'a dit qu'il y avait un bon restaurant de barbecue à 2 pâtés de maison à l'est qui faisait un sandwich au porc effiloché qu'elle décrivait comme changeant la vie. Elle m'a dit que le chêne dans mon jardin avait environ 60 ans et que les anciens propriétaires avaient l'habitude d'y accrocher une balançoire en pneu chaque été et de l'enlever chaque automne sans faute, comme un rituel privé, comme une petite promesse faite et tenue au fil des saisons. J'y ai pensé longtemps. L'idée qu'un lieu conserve l'histoire de tous ceux qui l'ont aimé, tranquillement dans le grain du bois et les racines des arbres. Qu'une maison n'est pas seulement une structure mais une accumulation. Je n'avais ajouté que 7 mois à celle-ci. Il y avait du temps. J'ai un canapé maintenant, et une table de cuisine et une cafetière que je n'ai à partager avec personne. J'ai une chambre d'amis avec un vrai lit dedans que 2 de mes amis ont déjà utilisé. J'ai une routine matinale qui implique le porche, du café et le son du quartier qui se réveille, un chien qui aboie quelque part, une voiture qui démarre, le silence particulier d'une rue à 6 heures du matin avant que la journée ne se soit engagée. Marcus n'a pas appelé. Mon père a appelé une fois en août et a dit qu'il était désolé que les choses se soient passées ainsi et j'ai dit que j'appréciais cela et nous avons parlé pendant 20 minutes de baseball, ce qui a toujours été le terrain d'entente entre nous, et c'était bien. Ce n'était pas assez mais c'était quelque chose et je suis assez âgé maintenant pour comprendre la différence entre ces deux choses. Ma mère et moi parlons occasionnellement. Les conversations sont différentes. Elle pose des questions sur la maison parfois de la manière dont on pose une question sur quelque chose dont on n'est pas encore tout à fait sûr de son existence, mais on a décidé d'accepter son existence. Je réponds à ces questions. Je n'élabore pas. La version élaborée de ma vie, l'épargne, la planification,
La confidentialité délibérée n'est pas quelque chose que je lui dois. Pas encore. Peut-être jamais. Je suis encore en train de décider. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai acheté une maison en mars. Je l'ai payée avec 8 ans de travail minutieux, délibéré, sans glamour. J'ai choisi de ne pas le dire à ma famille parce que je savais ce que le leur dire me coûterait. Et j'avais raison. Et cette justesse est quelque chose avec laquelle j'ai fait la paix. Même si c'est une paix avec un peu de chagrin dedans. Le chagrin d'être la personne dans votre famille qui a dû construire une vie secrète juste pour avoir une vie. Je ne suis pas en colère à ce sujet. La colère exigerait que je sois surprise. Et je n'ai pas été surprise par ma famille depuis longtemps. Ce que je ressens, assise sur mon porche le soir quand la lumière entre sous cet angle bas et donne à tout la couleur de quelque chose dont on se souvient presque, et quelque chose de plus calme et de plus durable que la colère. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots jusqu'à récemment, quand une amie qui me connaît depuis les années d'épargne s'est assise sur le même porche avec moi et a dit en regardant la lumière, « Tu as l'air posé. » Posé, c'est le mot. J'ai acheté une maison en mars. Je la possède. Mon nom est sur l'acte de propriété. Le chêne dans le jardin a 60 ans et il était là avant tout cela et il sera là après, ce qui est une pensée que je trouve vraiment réconfortante. Que la permanence existe, que les racines tiennent, qu'une chose plantée au bon endroit et laissée seule grandira. J'ai une maison. Elle est à moi. C'est assez. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.